Bonjour et bienvenue dans Point de vue, l'émission quotidienne de décryptage de l'actualité et d'échange d'opinions sur cette même actualité. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui avec mes 4 invités d'élite? Eh bien tout d'abord nous reviendrons sur les élections au Parlement catalan hier qui ont donné lieu à la victoire des formations indépendantistes qui obtiennent 70 des 135 sièges. Mais compte tenu de l'étroitesse de leur majorité et de la réalité de leur division politique, ne s'agit-il pas là d'une victoire à la Pyrrhus? Nous évoquerons ensuite le voyage d'Emmanuel Macron au Niger pour Noël auprès des hommes de l'opération Barkhane pour nous demander si le président de la République fait un bon chef de guerre et plus généralement nous interroger sur ses rapports avec l'armée française qui sont parfois tumultueux. Troisième sujet, quelque chose qui commence à ressembler à un serpent de mer, la place de Nicolas Hulot dans le gouvernement. Hier, le ministre de la Transition écologique a boudé la clôture des États généraux de l'alimentation au point d'alimenter justement de nouvelles rumeurs sur son possible départ du gouvernement. Ce matin, une rencontre avec Édouard Philippe, le Premier ministre, a débouché sur de grandes déclarations d'amour réciproques. Mais nous nous demanderons quand même si Hulot a vraiment une utilité dans ce gouvernement ou s'il en est, d'une certaine manière, l'otage. Enfin, à la lumière des récentes déclarations du président et du ministre de la Culture Françoise Nyssen, nous parlerons de ce vrai serpent de mer qu'est la télévision publique en France. Est-elle réformable? Et d'ailleurs, faut-il la réformer? Ce sera la double question que je poserai à mes invités. Mes invités, justement, qui sont-ils? D'abord, le précieux Benjamin Grange, président de Dentsu Consulting, grâce à qui nous connaissons mieux l'état d'opinion des Français. Bonsoir. Notamment vis-à-vis de la classe politique. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre chez Acta, Le dirigeant et l'accélération numérique. Avec nous aussi l'indispensable Daniel Bilalian, j'adore l'expression, ancien directeur des sports de France Télévisions, et ancien présentateur du JT de France 2 et auteur d'un formidable essai que je vous conseille à tous à offrir d'ailleurs pour les périodes de Noël, sur les exploits de prisonniers français durant la Seconde Guerre mondiale, les évadés aux presses de la Cité. À côté de vous, l'indépassable Perico Légas, un des piliers de l'hebdomadaire Marianne, qui publie un numéro double pour cette période de Noël sur la grande histoire du panache français. Et votre dernier livre, Perico, s'intitule « À table citoyen pour échapper à la malbouffe et sauver les paysans français », tout un programme, aux éditions du Cerf. Et enfin, l'incomparable Eugénie Bastier, journaliste aux pages Débat Opinion du Figaro, Figaro Vox, directrice de la revue Limite. Votre dernier livre, également publié aux éditions du Cerf, s'intitule « Adieu mademoiselle, la défaite des femmes ». Alors on commence donc avec ce vote hier au Parlement catalan qui a offert une courte majorité au bloc indépendantiste, mais c'est le parti anti-indépendantiste Ciudadanos, centre libéral, on peut dire, qui est arrivé en tête avec 25% des voix et 37 élus. Résultat, eh bien, hier soir et ce matin, chacun des deux camps revendiquait d'une certaine manière la victoire, se félicitait du résultat. La preuve en images avec Inés Arrimadas et Carlos Puigdemont. Y ha quedado más claro, si cabe, con un resultado como el nuestro, con un resultado como primera fuerza política en Cataluña, que la mayoría social en Cataluña está a favor de la unión con el resto de españoles y con la unión con el resto de europeos. Y los partidos nacionalistas nunca más podrán hablar en nombre de toda Cataluña, porque Cataluña somos todos. Y ha quedado muy claro. Què és el que no han entès encara? La recepta Rajoy no funciona. I per tant, des de demà mateix, el 155 ha de quedar anul·lat, els presos polítics han de tornar cap a casa seva, han de sortir en llibertat i nosaltres hem de tornar allà on els catalans ens han dit que ens volen, que és al Palau de la Generalitat. Alors avant d'entrer dans le détail de cette ténébreuse affaire, Benjamin Grange, est-ce que ces histoires de Catalogne intéressent les Français ? Alors, elles intéressent un peu modérément les Français. En tout cas, on sait très bien où est le gagnant et où est le perdant, puisque quand on regarde les réseaux sociaux, très clairement, le grand perdant, c'est Rajoy, qui, depuis le démarrage, a finalement mal géré l'ensemble de la situation, et avec un point d'orgue qui a été cette crise où il a envoyé l'armée. Et on lui opposait finalement cette femme ensanglantée qui a déclenché de l'émotion. Et donc l'interrogation qu'on se fait quand on lit tout ça, c'est comment a-t-il fait pour si mal gérer et si sous-estimer finalement l'ennemi depuis le démarrage. Et donc c'est vraiment ça qui sort. Et je crois qu'il a minimisé la situation. En tout cas, c'est comme ça que l'ensemble des témoignages se manifestent sur les réseaux sociaux. Daniel Bilalian, vous avez aussi l'impression que c'est avant tout une défaite de Rajoy. Il faut le rappeler que le Parti conservateur, je crois qu'il est le dernier parti représenté au Parlement catalan maintenant, et a fait un tout petit score. Je pense que si le sujet n'était pas aussi grave, on pourrait parler d'une véritable comédie de boulevard. Là. C'est un vaudeville depuis hier, là, avec l'amant qui se planque sous le lit pendant que le mari rentre et que l'autre ressort.
franchement, pour un Français, ça a quelque chose d'incompréhensible. En même temps, c'est vrai qu'à mon avis, le Premier ministre espagnol a fait une erreur très grave lors du premier référendum qui n'était pas officiel selon les autorités espagnoles. Pourquoi ne l'a-t-il pas laissé se dérouler en disant le résultat ne vaut rien, on va en faire un vrai. Et je pense qu'un certain nombre de gens hier soir qui ont voté contre lui, c'est-à-dire contre l'Espagne, n'auraient pas voté de la même façon. Je suis toujours étonné quand des hommes politiques qui ont autour d'eux des conseillers puissent se lancer dans des affaires comme celle-ci. C'est vraiment quelque chose, c'est quelqu'un qui se met en colère d'un seul coup, qui dit il me casse les pieds, je vais le mater, etc. Je veux dire, c'est pas faire de la politique que de faire ça, ou sinon ça s'appelle Donald Trump, mais ça c'est encore un autre sujet. Perico Légas, vous avez l'impression que c'était mal géré cette affaire par Rajoy avant tout? Quand on se dit le chef d'un gouvernement d'une grande démocratie qui est devenue l'Espagne, après avoir été une dictature pendant 40 ans, on n'envoie pas la force publique, alors c'était la police, hein, mais c'est vrai que c'est la force armée, on n'envoie pas la force publique, on l'envoie contre de la sédition, je ne sais pas, des émeutes, voilà, pas contre des gens qui veulent s'exprimer en votant. Et comme l'a dit Daniel, ce référendum, il était plus symbolique qu'institutionnel, puisque la Constitution espagnole, et c'est tout le problème, ne reconnaît pas le droit aux communautés autonomes de s'autodéterminer. Donc il prenait acte qu'une partie des Catalans, qui n'étaient pas majoritaires, votaient pour l'indépendance, il leur a dit on va ouvrir un dialogue. Et il serait sorti très grandi. Envoyer la force publique contre des gens qui se rendent aux urnes, avec les images qu'on a eues de gens matraqués, d'une violence incarcérée des parlementaires et des gouvernants élus par un parlement, car les indépendantistes catalans, qui ne sont jamais que des démocrates chrétiens et des sociodémocrates... Oh, pas que. Non, mais il n'y a pas que ça, mais c'est le parti au pouvoir. Justement, c'est Bayrou, c'est entre Bayrou et Wauquiez. Non, entre Bayrou et Macron. C'est un modéré, libéral, tout ce qu'il y a de plus gentil. Rappelons quand même... Je suis basque. Au Pays Basque, il y a eu la violence, il y a eu des morts, il y a eu une organisation de libération nationale qui est devenue terroriste, avec une violence terrible. Les Catalans, en 40 ans et pendant le franquisme, ils n'ont jamais cassé un carreau, ils n'ont jamais brisé une vitre. C'est des gens qui protestaient en dansant la sardane, en parlant leur langue. C'est un exemple de mouvement de libération, d'aspiration nationale, qu'il a fait de façon pacifiée, tolérante et démocratique, et on envoie la force armée. Donc, nous savons quelque chose ce soir, c'est que M. Rajoy, qui appartient à un parti qui fut un parti franquiste, qui s'est reconverti tout à fait légitimement dans la démocratie, a eu ce réflexe d'un nationalisme, le vrai nationaliste dans l'histoire. C'est Rajoy qui, au nom de l'Espagne, una grande libre, une indivisible, a dit « je vais envoyer contre la sédition séparatiste catalane », qui sont des partis politiques totalement légaux et légitimes. Il a envoyé la force armée, et les Catalans, qui sont des gens responsables, lui ont donné une leçon de démocratie. Je considère que les gens qui ont voté pour les partis indépendantistes, qui ne font que 47%, le parti Ciudadanos, il n'a fait que récupérer 8 sièges du parti. Il n'y a pas d'anti-espagnoliste de plus. Ouais. D'autant que ce parti centriste, il est très autonomiste. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est l'indépendance. Mais là, 100% des partis catalans sont autonomistes, il faut bien le dire, ils ne sont pas anti-autonomistes. Eh bien, aujourd'hui, les choses sont réparties. Le dialogue va se rouvrir. Puigdemont a dit, moi, je demande à négocier avec Rajoy. Aujourd'hui, si M. Rajoy... Non, si vraiment c'est un homme politique responsable et compétent, il démissionne. Il a été désavoué par ses propres électeurs en Catalogne. Ah non, il doit partir. Il a perdu. Il a joué un pari très risqué. Pardonnez-moi, il a mis sur la table. Il a totalement perdu fond et forme. C'est-à-dire que les Catalans ont maintenu les partis nationalistes souverainistes au pouvoir, et son parti, le Parti populaire, a été pas seulement désavoué, il a été éliminé. Il y a un élément nouveau, il y a un cocu de l'histoire dans la politique française. Pauvre gars, il a déjà pas de bol déjà par rapport à ses errements. Il s'appelle Manuel Valls. Oui. Il est allé soutenir, il aurait pu soutenir Ciudadanos, il est allé soutenir le parti de Rajoy, lui qui est soi-disant est le fils d'un républicain espagnol. Il est allé soutenir, je l'ai écouté en espagnol puisque je le parle, il a tenu un discours quasiment néo-franquiste sur l'unité de l'Espagne et la sédition. Et là, moi je pense que Valls, il faudrait qu'il arrête de faire de la politique. Il s'achète un camping-car avec Rajoy, ils vont faire une balade. Ils sont aussi nuls l'un que l'autre. Je pense qu'il n'en est pas encore là. Avant de donner la parole à Eugénie Bastier, je vous propose justement de regarder et d'écouter ce qu'a dit Manuel Valls après l'annonce des résultats hier soir. L'agenda indépendantiste lui-même s'est heurté à un mur. Les entreprises, 3000 qui sont parties, l'Union européenne qui a dit très clairement qu'il ne pouvait pas y avoir de voix indépendantiste pour la Catalogne, et du côté de l'État espagnol, par aussi le fait qu'on a appliqué de manière très ferme l'État de droit. Donc il n'y a pas vraiment de solution, il y a une forme d'impasse, et il faudra sortir de cette impasse, me semble-t-il, je le dis très modestement, et je ne suis pas un acteur de la vie politique espagnole, par le dialogue, par le respect, par l'écoute. Eugénie Bastier, ce discours de Manuel Valls vous semble... Non, mais j'aimerais mieux que Manuel Valls siégeait à l'Assemblée nationale où il a été élu, puisque le Conseil d'État lui a accordé son élection, et on s'est aperçu d'ailleurs qu'il avait déposé 0 amendement et qu'il était très peu présent en séance. Donc, au lieu de faire la tournée de l'Espagne, j'aimerais mieux qu'il soit
présent à l'Assemblée nationale et je vois pas trop ce qu'il vient faire dans la politique. Non, mais cela dit, le constat, c'est qu'il s'agit d'une impasse. Vous êtes d'accord avec cette idée qu'on est dans une impasse quand même aujourd'hui Oui, alors après, moi je pense que je pense que d'une part, n'importe quel État-nation aurait réagi comme l'a fait Madrid, c'est-à-dire qu'on n'organise pas comme ça un référendum sauvage sans forme, sans respecter l'État de droit. Donc n'importe quel État-nation européen aurait réagi de la même manière. Simplement, et je pense d'autre part qu'il faut relativiser la victoire des indépendantistes dans le sens où c'est la première fois depuis 1977 qu'un parti non indépendantiste parvient en tête des élections, le parti Ciudadanos. Donc il y a quand même un phénomène majeur. Et étant donné justement les images extrêmement de victimisation extrême qui sont passées en boucle à la télévision catalane, etc., on aurait pu s'attendre, à mon avis, à un sursaut des nationalistes encore plus grand. Or, ils ont retrouvé leur niveau de 2015 et il y a Ciudadanos en tête. Il y a 82% de participation par rapport. Donc on est dit en plus, les indécis vont voter et Rajoy se compter sur les indécis. Mais Ciudadanos en tête quand même. Mais non, parce qu'il inédit. Il a récupéré les voix des autres. La somme des partis non indépendantistes est exactement la même, sauf que ça s'est groupé sur une seule entité. Et donc, effectivement, en nombre de sièges, il est premier. Mais aujourd'hui, les indépendantistes... C'est la première fois depuis 1977. J'ai fait le décompte. Les indépendantistes... Attends, sur le micro. Les indépendantistes ont gagné... On ne va pas vous entendre si le micro est tombé. Justement, j'en profite. Il y a une question justement sur les réseaux sociaux. Le droitiste qui dit c'est une victoire à l'arraché au niveau des indépendantistes qui ne parviendront pas à s'unir. Est-ce que c'est pas quand même pas ça la question? Très bien, les indépendantistes, admettons qu'ils aient gagné, mais comment vont s'unir un centre-droit, un centre-gauche et une extrême-gauche? Ça fait un mois qu'on nous explique que ce sont des séditieux, des séparatistes. Non, mais là, on parle de politique. Oui, justement. Il y a un mouvement d'extrême-gauche qui a un certain nombre de députés, je crois 8 députés. Comment il va s'entendre avec le centre-droit et le centre-gauche, fût-il également le parti le plus extrémiste, parce qu'il faut bien comprendre que cette coalition indépendantiste, c'est un exemple à suivre d'ailleurs, elle va à peu près de Wauquiez à Besancenot. Oui. Alors évidemment, ça nous choque, nous, en France, parce qu'on ne cesse de s'insulter. Ils se sont mis d'accord sur un enjeu qui est la souveraineté de la Catalogne, dans le cadre d'une Espagne qui a refusé une amélioration du statut d'autonomie qui avait été approuvé par le Parlement catalan, par le gouvernement espagnol et par le Parlement espagnol en 2006. M. Rajoy, quand il est revenu au pouvoir, a fait casser cette clause par le Conseil constitutionnel quand les juges sont devenus majoritairement. Il faut rappeler, qui a lancé cette grande amélioration de l'autonomie? C'est le Parti socialiste catalan, M. Pascal Maragall, un camarade de Manuel Valls, qui, quand il était président de la Generalitat, et à un moment donné, les socialistes ont pris la tête. C'est pas la première fois qu'un parti non indépendantiste dirige la Catalogne. Il lance ce processus d'amélioration du statut de la Catalogne pour avoir une amélioration fiscale. Tout le monde s'était mis d'accord. Toutes les institutions nationales et régionales, espagnoles et catalanes étaient d'accord. La paix était atteinte. Et Rajoy, le nationaliste espagnol vengeur, arrive et dit « je casse ces dispositions ». Les Catalans ont dit « si c'est comme ça, on quitte la maison Espagne puisqu'on ne peut pas avoir tout le statut ». Mais ils n'étaient pas du tout pour l'indépendance. Il les a poussés à bout dans leur retranchement. Donc aujourd'hui, on a beau dire la majorité, elle est claire. Il y a 70 sièges. Ils en ont perdu 2, mais sur 82% des votants, ils vont évidemment s'entendre. C'est peut-être pas Puigdemont qui sera président, mais aujourd'hui, les Catalans ont clairement exprimé de façon massive, déterminée, dans un contexte qui était évidemment édifiant, qu'ils veulent leur souveraineté. Et aujourd'hui, Madrid, ce sont des gens raisonnables. Je pense que M. Rajoy va dégager. Peut-être que M. Rivera, le parti Ciudadanos, le centriste, va devenir président du Conseil s'il y a des élections législatives en Espagne. Et la solution, elle sera pacifique et tout le monde sera très content et ça se passera très bien. J'annonce à tout le monde, à tous les prédicteurs de malheur, que la situation catalane va se régler dans la sérénité, dans la concorde. Par l'indépendance. Non, les Catalans ne veulent pas l'indépendance. Ils veulent l'indépendance, on leur a cassé leur annulation de statut. Ça, aucun média français ne l'a dit, c'est dommage. Ils ne sont pas autonomistes, s'ils ne veulent pas. Parce que quand ils l'ont été, on leur a dit non. Oui. Alors donc, ils font du maximalisme. J'ai du mal à suivre, là, quand même. Oui, c'est un peu complexe. Ça me fait penser aux Corses qui veulent l'indépendance, mais avec la sécurité sociale française. C'est à peu près ça. Donc là, j'avoue, je ne pige pas. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ne comprennent pas. Je veux dire, quand vous êtes autonomiste, vous dites « je suis autonomiste », il y a des mots en français. Vous êtes indépendantiste, vous êtes indépendantiste. Mais je reviens de tout ce que vous avez dit, c'est que je reviens à ce que si M. Rajoy n'avait pas fait l'imbécile, il n'avait pas fait intervenir la police de manière brutale lors du pseudo-référendum, hier, eh bien, c'est les unionistes qui l'auraient emporté assez largement. C'est probable. Eugénie Bassi, ou Benjamin Grange, vous n'avez pas l'impression que les Catalans ont le sentiment que l'Europe ne les suit pas dans cette affaire? Parce que, d'une certaine manière, ils ont voulu passer par-dessus l'État-nation en déclarant leur autonomie, leur indépendance, et
manifestement, toute l'Europe est d'accord pour condamner leur stratégie. Est-ce qu'ils ne sont pas déçus, à votre avis, de cette absence de soutien des autres nations européennes ? La mode de l'Europe des régions aujourd'hui est un peu en perte de vitesse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce discours-là à Bruxelles. Avant, on avait dit voilà, Bruxelles jouait la carte des régionalismes pour affaiblir les États-nations. Aujourd'hui, on voit que Bruxelles, dans un cadre très tendu avec des populismes qui sont en embuscade un peu partout dans tous les pays d'Europe, joue la carte des États-nations, et notamment avec évidemment l'élection d'Emmanuel Macron, président européen, etc., dit voilà, maintenant on va jouer la carte des États-nations et essayer de ne pas souffler sur les braises des indépendantistes et des régionalismes, parce que ce serait alimenter le populisme. Et aujourd'hui, Bruxelles, sans prendre non plus, sans condamner extrêmement fermement les régionalistes, en tout cas, est beaucoup plus soft sur ce sujet qu'elle n'a pu l'être auparavant. Benjamin Grand, vous avez cette impression aussi que l'Europe est finalement assez prudente avec ce régionalisme, qu'elle a un peu... oui, j'aurais pas tout à fait cet angle-là. Moi, la vraie question que je me pose, c'est le fait générateur. C'est-à-dire que cette crise, elle est née simplement de gens qui se sont réveillés un jour, alors même s'ils ne se sont pas réveillés avec cette idée-là, mais en disant, tiens, et si on devenait indépendant ? Ce n'est pas suffisant que pour reconnaître de la part des autres populations le fait que c'est un vrai fait générateur et que c'est légitime. Donc la manière dont est né finalement l'ensemble de ces événements déjà porte en soi une forme de suspicion sur où est-ce que ça va. Vous voyez, et donc ce point-là, il y a un moment, il doit être tranché. Quel est le sens ? Les nationalistes, les souverainistes catalans, je les connais bien, ils sont profondément européens, ils veulent juste griller une étape, ils veulent être adhérents directs de l'Europe. Ils ne veulent pas passer par un gouvernement espagnol qui est un gouvernement corrompu, ils ne veulent pas passer par le prisme espagnol, ils sont là depuis des siècles, ils sont profondément européens. Barcelone est une grande métropole de l'idéal européen, elle est porteuse des valeurs culturelles et économiques, et il dit, après tout, on est à même, comme des dizaines d'autres États qui sont dans l'Europe, qui ont constitué des États-nations qu'on a reconnus. On a applaudi la Slovénie, la Slovaquie, tous ces pays-là, le Kosovo. Et les Catalans, qui ont plus de légitimité que ces États slaves à devenir, disent on voudrait devenir. D'ailleurs, il est allé à Bruxelles. Le gouvernement belge a soutenu M. Puigdemont, qui l'ont pas remis, et M. Juncker est coincé en tournure. Par contre, quand il s'agit de dire que l'Écosse, elle veut se séparer d'Angleterre parce qu'elle veut rester européenne, tout le monde trouve ça formidable. Et quand les Catalans disent on veut faire comme l'Écosse, on voudrait devenir directement européen. Ah non, vous êtes d'affreux séparatistes séditieux. Il faut accorder nos violons et avoir un discours un peu plus cohérent que ce qu'on entend sur les médias. Oui, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un phénomène global et qu'on ne peut pas nier. D'ailleurs, on avait publié dans les pages débat du Figaro un article de Gilles Martin-Chauffier, qui a fait un auteur breton qui a écrit un petit essai qui s'appelle Du bonheur d'être breton, les régions contre les nations, en disant que finalement il y avait un phénomène global de régionalisation et que dans la mondialisation, pour survivre, il fallait jouer les régions et l'Europe contre les États-nations. Moi, je pense que je suis une apôtre de la subsidiarité. Je pense qu'on peut avoir plusieurs fidélités, l'Europe, l'État-nation et la région, et qu'il faut, pour un maximum de décentralisation, mais c'est pas incompatible. Quand l'Union européenne est prête à adopter le CETA, s'il n'y avait pas eu de Parlement wallon, encore un Parlement régional, des vrais démocrates qui ont dit est-ce qu'on peut juste lire le texte pour savoir ce qu'il y a dedans ? On se rend compte qu'il y a des clauses qui sont incompatibles avec les intérêts de l'Europe. Si l'Union européenne, d'une seule voix, tous nos chefs d'État et de gouvernement signent le CETA, c'est-à-dire une abolition et une renonciation aux droits européens, il est normal que l'Europe financière libérale soit remplacée par l'Europe des peuples. Et aujourd'hui, il y a des peuples qui disent nous ne voulons plus de cette Europe de la Commission et des systèmes financiers de 2008. Nous voulons avoir une Europe qui est représentative de nos intérêts. Les Catalans, les Écossais et toutes les régions sont des ultra-européens. On peut être une région ultra-libérale et productiviste. On n'est pas obligé d'être une région... C'est eux qui défendent la vraie Europe, celle que nous avons rêvée en 1956. Ce sont eux qui la portent. Il y a aussi les grandes métropoles. Ce que ressentent les citoyens, par exemple, beaucoup de citoyens en France, c'est que l'Europe est capable de s'occuper de la taille de nos fromages et de l'AOC de nos vins, mais est incapable de trouver une politique de l'immigration recouvrant l'ensemble de l'Europe. Absolument. Qu'elle fait mal d'ailleurs, la taille de nos fromages. Qu'elle fait très mal. De quoi on va quitter l'Europe. Vox Populi, Vox Dei, je vous dis 2-3 commentaires qui sont sur les réseaux sociaux. Liberal and Funcido, c'est une victoire parlementaire, mais en pourcentage des votes, les non-indépendantistes ont quand même 51,5% des votes. Les indépendantistes n'ont pas gagné la majorité, ils en sont au même point. Et Hugo Gagneux nous dit, à vouloir unifier les peuples, on les divise. L'Europe est en train de créer des aspirations régionales qui ne pourront se résoudre que par l'indépendance de ces régions, et ce sera la fin de l'Europe. On quitte l'Europe, on traverse la Méditerranée pour le deuxième sujet. Emmanuel Macron passera donc son premier Noël de président loin du sapin que Laurent Delahousse nous a montré la semaine dernière, au Niger, avec les 500 soldats français de Barkhane qui se trouvent sur la base de Niamey. Alors, Eugénie Bastier, on se souvient de sa descente des Champs-Élysées lors de son élection en commande-car.
ensuite du psychodrame avec le général de Villiers. Général de Villiers, d'ailleurs, qui n'a pas tout à fait terminé avec cette affaire. Si on en juge son interview dans Valeurs Actuelles ce week-end, où il dit « Je ne regrette en rien ma décision, je n'aurais pas pu continuer à regarder les soldats dans les yeux en sachant qu'on ne leur donnait pas tous les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission ». Donc on voit que cette histoire a laissé quand même des traces. Il en est aujourd'hui, selon vous, Emmanuel Macron, avec l'armée française? Est-ce que c'est apaisé? Est-ce que c'est encore tendu? Il a une relation assez de va-et-vient entre une espèce de séduction et en même temps de déception, puisque au départ, évidemment, il a remonté les Champs-Élysées avec ce gros camion. Il avait vraiment commande car, voilà, c'est ça comme ça qu'on avait ça. Et ça avait donné une image assez militaire, quasiment de général, de chef des armées. Il avait parlé de mes hommes à un moment dans un déplacement. Donc en s'appropriant comme ça. C'est le chef des armées. Voilà. Mais après, il y avait une inquiétude avec la nomination de Sylvie Goulard, qui voulait une armée européenne et qui n'était pas vraiment dans la ligne de l'armée française. Et avec cette déception avec le général de Villiers. Alors là, il est en train d'essayer de rattraper le coup depuis ces dernières semaines, puisqu'il y a une politique étrangère très volontariste. Et il se rend beaucoup à l'étranger pour féliciter les soldats français. Il a fait applaudir les soldats français au Burkina Faso devant les étudiants burkinabés en disant « Vous devez applaudir les soldats français parce qu'ils sont là pour vous aider ». Et il a vraiment soutenu un discours extrêmement de soutien. Donc voilà, encore une fois, cela se réglera, à mon avis, sur la dimension budgétaire. Il a en effet serré la ceinture de l'armée en 2017, mais il a promis qu'en 2018, ce serait à nouveau augmenté. À voir si cette promesse sera respectée. Et je pense que c'est là... Ça va être très important, en effet, parce que quand on voit l'état déplorable du matériel militaire de l'armée française, on se dit que vraiment, ce n'est pas la priorité des priorités de faire des coupes budgétaires à cet endroit-là. Alors, les tutos à qui on a posé la question considèrent que Emmanuel Macron n'est pas un bon chef de guerre. Benjamin Grange, vous avez l'impression quand même qu'il a quelque chose à rattraper, qu'il se sert de la notoriété de l'armée française, qui est plutôt bonne, une très bonne opinion même, je crois, auprès des Français, pour essayer de récupérer cette notoriété, mais qu'on sent qu'il n'y a pas tout à fait de légitimité à le faire? Disons qu'il est au max de sa popularité pour un président en exercice après quelques mois. Il y a peut-être un début de doute sur un certain nombre de choses, et notamment sur l'armée. C'est ce qu'on a vu dans le sondage qui a été publié dans Figaro. C'est ce qu'on a vu dans le sondage. Ce qui est intéressant, et moi ce qui m'a marqué, et là c'est l'homme de communication qui parle, d'Emmanuel Macron, et quand on se remémore d'ailleurs les premiers meetings de campagne quand il était en campagne, c'est la manière dont il l'apprend. C'est-à-dire que ses premiers meetings étaient pas très bons, et puis après, il est devenu excellent. Et finalement, il a une capacité à s'adapter très vite. Et finalement, là où au départ on peut considérer que c'est une erreur, finalement à retomber sur ses pattes et à progresser. Et s'il laisse peut-être il prête un peu le flanc sur le sujet de l'armée au démarrage, vous allez voir que dans quelques mois, ça va être, il y aura plus de soucis, en tout cas sur son image de chef des armées. Vous êtes d'accord avec cette idée, Daniel Bilanian, que pour l'instant c'est pas encore un bon chef de guerre, mais qu'il va apprendre vite à le devenir? L'avantage sur moi, c'est qu'il n'a pas fait son service militaire. Oui, 18 mois. Je confirme. Voilà, chef. Donc. C'est normal. Mais nous, on l'a fait. On l'a fait, nous. Non, mais on a rendu service à notre pays. Je pense que d'ailleurs le service militaire avait cette chose importante, c'est que. Mais ça, vous ne pouvez pas lui reprocher. Parce que non, j'entends bien. Non, mais je veux dire, ça c'est le service national. Qui servait le service national. Je veux dire, Jacques Chirac, c'est une des âneries qu'il a faites parmi tant d'autres. Je veux dire, c'était un moment où tous les Français se retrouvaient ensemble et le service militaire était particulièrement intéressant pour les gens qui venaient du bas de l'échelle. Un monsieur comme Bernard Tapie, que je n'admire pas tellement par ailleurs, a dit « c'est à l'armée que je me suis rendu compte de l'ascendant que j'avais sur les autres. Sinon, je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite. » Ceci mis à part, un bon chef de guerre, on peut le reconnaître au moment où il y a une guerre, ce que je ne souhaite pas. Je veux dire, l'armée française était la première armée du monde en mai 1939 et 6 semaines plus tard, il n'y avait plus d'armée française. Donc, cela dit, ce qu'il est en train de faire en Afrique, là notamment lorsqu'il va se rendre en Afrique, c'est de dire aux Africains, écoutez, il faudrait peut-être nous aider un peu plus que vous ne le faites. Et ça, c'est quelque chose d'un chef de guerre qui a une idée derrière la tête, qui dit, nous ne sommes pas suffisamment aidés dans les opérations que nous menons à travers l'Afrique subsaharienne, il faut vraiment nous aider. On sent très bien qu'il a de ce côté-là le sentiment que les choses ne sont pas véritablement engagées. Ensuite, il veut aussi que les autres États européens comme l'Allemagne,
qui est très réservé dans ce domaine-là, vienne soutenir l'action, notamment au Moyen-Orient. Et chef de guerre au Moyen-Orient, il l'est, parce qu'il est le premier à avoir reconnu que c'est très gentil de dire Assad, il faut ceci, il faut ça. Assad, il est là, donc il faut dans un premier temps au moins travailler avec lui. C'est ça, je veux dire. C'est-à-dire tenir compte. C'est très joli de faire des envolées lyriques, mais je veux dire, il y a un président qui est là malgré la guerre, il est là malgré tout ce qu'il a fait, et lui a dit, et ça c'est un vrai chef d'État, et c'est un vrai chef militaire, dire cette guerre, on ne la gagnera pas si, d'un côté, on essaye de le supprimer avant même que la paix ne soit revenue. Pierre Colégas, vous avez l'impression que c'est un peu de la communication quand même, tous ces voyages incessants auprès des armées, ou il y a quand même une réelle conviction derrière tout ça? Pour le coup, oui. Le conflit, il a été arrêté, il a été remporté. Je ne suis pas sûr que si la politique de financement militaire que mène Emmanuel Macron va à terme, la France pourrait réintervenir au Mali. On sait qu'on a eu besoin d'aide. Et on sait sur place qu'il y avait des carences matérielles et des carences logistiques terribles. On est à la limite de la capacité de la souveraineté militaire de la France. Avec le nouveau budget militaire, tel que l'a dit De Villiers, de façon très posée, c'est un homme très responsable, c'est très inquiétant parce que la souveraineté militaire de la France, dans une Europe où il y aurait une politique commune européenne militaire, on se dirait mais délégons. Là, on voit bien que c'est l'atlantiste qui parle en disant mais les Américains régleront le problème. En tout cas, là, ce qu'il dit clairement aux Africains, nous ne reviendrons pas. Donc prenez vos dispositions, prévoyez l'avenir, mais nous n'aurons plus les moyens de revenir vous aider. C'est quand même dramatique. Quand on fait dire je suis le chef, je suis votre chef, quand il a cette injonction au général de Villiers, c'est surprenant d'ailleurs entre la carrure des deux hommes, oui c'est le chef des armées parce que c'est le président de la République française, il n'a pas pour l'instant le comportement d'un président de la République, chef de guerre, ça a l'air plutôt d'un négociant de rapports diplomatiques. Et on ne parle même pas de Florence Parly, qui est un peu aux abonnés absents, qui est, je vous rappelle, la ministre de la Défense. Puis par rapport à Hollande, on peut dire d'ailleurs que Hollande était peut-être davantage chef de guerre que Macron, c'est paradoxal, mais Hollande n'a pas été un mauvais chef de guerre au Mali. Ce qu'il a fait, c'est lui qui a initié les interventions. Voilà, il a quand même eu énormément d'interventions sous François Hollande, au Mali, en Syrie, etc. C'est la seule chose qu'il ait faite, on comprend. Voilà. Non, mais peut-être on ne peut pas enlever ça. C'est le seul souvenir qu'il laissera dans l'histoire de France. Je ne vais pas me faire avocat de Dieu hollandiste. Mais n'empêche qu'il a été pas trop mauvais chef de guerre. Et puis, Emmanuel Macron n'a pour l'instant ouvert aucun nouveau front, sachant qu'il y a deux sujets brûlants, la Libye et le Yémen. Qu'est-ce qu'il va faire dans ces deux endroits? Est-ce qu'il faut retourner en Libye? Certains experts disent que c'est inévitable si on veut rétablir un ordre dans cette région et stopper les flux migratoires. Et au Yémen, c'est une catastrophe humanitaire qui est en cours. Est-ce que Emmanuel Macron va jouer un rôle pour résoudre ce conflit, sachant que Donald Trump est là pour le coup aux abonnés absents et qu'il laisse l'Arabie Saoudite faire ce qu'elle veut. En Libye, il voulait, il y a quelques mois, installer des camps pour éviter que le transit se fasse. Et bon, ça n'a pas existé. Ça devait être une initiative En Marche qui va faire une crise de nerfs. Mais voilà, absolument. Mais vous avez raison, c'est qu'en matière militaire, le côté matériel de l'armée, c'est très important. Aujourd'hui, vous avez environ 50... Alors, je suis un ancien aviateur. Donc, il y a à peu près 50% des avions français qui ne sont pas en état de fonctionner. 44%. Les parachutistes sautent avec des parachutes datant des années voilà, 80. 44%. Et vous vous rendez compte qu'on transporte nos troupes dans des avions qui appartiennent à des pays étrangers comme la Russie ou des pays limitrophes, qui ont de vrais avions de transport. Avec une logistique américaine pour nous guider. Ouais. Non, pour la Libye, il faut consulter Bernard-Henri Lévy. C'est quand même le plus compétent pour nous dire. Dernière question, Benjamin Grange. Est-ce qu'on n'a vraiment pas l'impression que c'est quand même de la communication quand on sait que le budget de la défense a chuté de 11% en 10 ans? C'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure Pierre Colégas, on peut faire des grands discours, on peut aller au Niger, on peut aller 4 ou 5 fois en Afrique, comme c'est le cas de Macron depuis son élection, mais la réalité physique, financière, technique, matérielle, militaire, elle est là. C'est-à-dire qu'en baissant le budget de 1% en moyenne par an, il est quand même de plus en plus difficile de se déployer dans des continents, fussent-ils proches de nos intérêts, comme l'Afrique. Est-ce que la politique est dissociable de la communication? Je pense que non. Après, Emmanuel Macron a ouvert finalement son action sous la forme d'un discours de preuve. D'ailleurs, il l'a encore dit la semaine dernière. Attendons les éléments de preuve sur ce domaine aussi. Il y avait Tintin au Congo, maintenant on a Manu au Mali. C'est formidable. Merci Pierre Hugo pour cette référence littéraire de premier plan. On change de sujet avec Nicolas Hulot, qui était hier absent de la clôture des États généraux de l'alimentation, sujet qui vous intéresse beaucoup, Pierre Hugo. Officiellement pour des raisons d'agenda.
Mais il a quand même fait savoir ensuite qu'il était très déçu et qu'il y avait beaucoup de travail à accomplir sur ce sujet, d'où les petites rumeurs de démission qui sont revenues, comme c'est le cas depuis plusieurs mois déjà. Et puis il a vu Édouard Philippe ce matin et désormais c'est Embrassons-nous Folleville avec le Premier ministre. Il en a même profité, on va le voir et l'écouter tout de suite, pour dire que tout ça, ces rumeurs, c'était des menteries des médias. On l'écoute. Je ne voudrais pas être critique vis-à-vis du monde médiatique, mais il va plus vite que moi. Donc moi, je découvre que je suis en désaccord alors que je ne le suis pas. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé à démissionner suite Non, mais ça, je l'ai dit ce matin, c'est vraiment un fantasme médiatique qui me colle à la peau. Qui voudrait dire que dès que quelque chose ne va pas assez vite, je poserai ma démission. Enfin, ça serait insupportable et j'espère que si ça avait été le cas, on m'aurait remis à ma place depuis longtemps. Pas comme ça que je fonctionne. En réalité, on a un peu le sentiment que Hulot se demande quand même parfois ce qu'il fait dans ce gouvernement, vis-à-vis notamment du ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. On se souvient du débat sur les glyphosates, sur Notre-Dame-des-Landes, sur les pesticides tueurs d'abeilles. On a cette impression quand même qu'il n'est pas très à l'aise dans ce gouvernement. Moi surtout, c'est ici même quand il a été nommé que j'avais dit Emmanuel Macron veut un people avec lui. C'est un people, Nicolas Hulot. Alors, en plus, cette affaire qui intervient aujourd'hui vient à un moment où il est l'objet de discussions et de plaisanteries à propos de son matériel automobile, de ses nombreuses voitures et résidences. Mais ça, c'est un peu ridicule parce qu'on peut être riche et un bon gouvernant, ça n'a pas de sens. Je veux dire, il ne faut pas être pauvre pour gouverner, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, je pense qu'il n'a pas de... Je crois qu'il n'a pas compris le système politique. Je veux dire, faire de la politique, c'est accepter des choses, ne pas en accepter d'autres. Mais je pense que, en fait, pour faire court, le véritable moment où il devra, devant l'obstacle, refuser l'obstacle ou le franchir, c'est Notre-Dame-des-Landes. Parce que là, c'est le sujet, s'il se dégonfle à ce moment-là, il est plus crédible. La question qu'on a posée sur Twitter, c'est doit-il effectivement quitter le gouvernement ? Est-ce qu'il faut attendre Notre-Dame-des-Landes pour le faire ou est-ce qu'il il faut qu'il trouve un vrai sujet. Là, l'alimentation, peut-être qu'il a dit, voilà, j'ai pas envie d'y aller parce que c'est pas un sujet majeur. Mais Notre-Dame-des-Landes, c'est le sujet majeur depuis 1963. Donc, et les twittos, c'est 50-50 sur cette question. Il en a marre de n'avoir servi que de caution électorale. C'est-à-dire, oui. Ça a bien marché, c'était une prouesse. Jamais personne n'avait réussi à décrocher Hulot. Ouais. Macron est suffisamment convaincant et persuasif pour que Nicolas Hulot vienne. Il vient avec des contreparties très précises. Ça lui a valu quelques boa constrictors à avaler depuis. Bon, alors, il ne peut pas tout avoir, il est dans un gouvernement, il est dans une politique collective. Le problème, c'est que sur les enjeux graves où le gouvernement devait trancher et Macron prendre une décision, Macron est allé dans le sens de Hulot dans les détails, dans les enjeux majeurs. Mercredi, la semaine dernière, il y avait à Cahors la réunion sur la réorganisation territoriale. Ouais. Il y avait cette grande clause sur l'extension des grandes surfaces, dont on sait aujourd'hui que la grande distribution, le fléau sociologique, culturel, économique qu'elle suppose pour notre ruralité, notre agriculture, notre artisanat, bien sûr qu'il fallait freiner. Et nous apprenons que le gouvernement va reculer. Et en plus, l'aveu du cœur, Bercy n'est pas d'accord. Ah, mais je pensais que la France était gouvernée à Matignon, à l'Élysée. Non, Colère, qui est ancien directeur du Trésor. Et liberté du commerce. Voilà, donc on voit bien qu'à l'heure de la vérité, c'est Bercy et le Trésor qui donnent le là de la politique. Là, effectivement, Hulot a des bonnes raisons de penser qu'il a servi de caution électorale. Alors, il faut qu'il reste, très important, parce que s'il s'en va, ça sera pire. S'il s'en va maintenant, Notre-Dame-des-Landes sera probablement fait. S'il reste... au moins, il se sacrifiera. C'est le piranha qu'on jette, c'est le bœuf qu'on jette au piranha pour que le troupeau puisse traverser. Je vais vous demander tout à l'heure aussi, est-ce que Hulot, à votre avis, a les moyens de changer le modèle agricole français ? Parce qu'il est venu avec cette ambition. Avant, deux réactions. D'abord de Jamel. Je souhaite le départ de Nicolas Hulot car il m'a énormément déçu. Nombreux voyaient en lui une personne sérieuse, responsable, exemplaire, engagée pour tout ce qui concerne l'écologie, mais je me suis senti trahi. Son comportement face au problème des glyphosates, des loups, de la chasse, le fait qu'il ait une collection de voitures, ont fini de me convaincre qu'il était surestimé. Certes, son travail n'était pas facile, mais il aurait pu faire beaucoup de choses pour faire progresser l'écologie. Et Hugo Gagneux, qui est aussi que titille l'affaire des voitures de Nicolas Hulot, apparemment, puisqu'il écrit « Hulot est le symbole de la gauche bien pensante, non aux voitures thermiques, mais il en a je ne sais combien, fait ce que je dis, pas ce que je fais ». Pour revenir à son ambition lorsqu'il est arrivé, il pensait vraiment pouvoir changer le modèle ultra-productiviste Alors moi, je ne suis pas sûre. Le problème de Nicolas Hulot, c'est que depuis des années, il est fustigé par les écologistes eux-mêmes et par les écolos durs ou même
normes, parce qu'il a cette image très médiatique, Ushuaïa, etc. Je ne suis pas sûre qu'il connaisse grand-chose à l'agriculture française. Je ne suis pas sûre qu'il ait vraiment une colonne vertébrale idéologique sur ces sujets. Donc c'était une nomination très médiatique qui aurait pu servir à quelque chose, impulser en effet un mouvement. Simplement, il est dans un gouvernement qui n'a pas du tout cette priorité, qui est en effet libéral et qui veut accentuer le libre-échange, notamment via le CETA. Par exemple, il a accepté, il a dit pendant la ratification du CETA par le Parlement national, on pourra peut-être mettre en œuvre un veto climatique. Reste à voir sur ce sujet s'il va pouvoir le mettre en œuvre, j'en doute fortement. Mais c'est vrai que pour moi, la couleuvre la plus abominable qu'il a avalée, c'est celle du CETA, parce que c'est vraiment, pour le coup, une régression écologique. Le nucléaire aussi un petit peu. Et le nucléaire, en effet, mais il y avait je pense que dans le nucléaire, il y avait une incapacité pratique à le mettre en œuvre. Là, le CETA, il n'y avait vraiment aucun volontarisme du gouvernement. Benjamin Grand, vous avez le sentiment que Emmanuel Macron a choisi Nicolas Hulot pour des raisons peut-être aussi de notoriété, parce qu'il sait qu'il est très populaire, et je crois qu'il est toujours très populaire dans les sondages, Nicolas Hulot, malgré ces boas qu'il avale quasiment toutes les semaines. Si on prend l'ensemble du gouvernement, c'est d'abord dans ceux qui ont le plus de notoriété, et en plus il est très très populaire. Ouais. Et d'ailleurs, quand on regarde les réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'on lui pardonne tout, même l'histoire des voitures. Même l'histoire du fait d'avoir gagné de l'argent quand il était évidemment producteur de télé, tout ça, finalement, ce n'est pas un problème. Il reste l'un des ministres les plus populaires. Et finalement, la question qui se pose, c'est quel est son rôle ? Et quand on creuse en fait sa popularité, on s'aperçoit qu'il est aussi populaire au niveau des écolos. Et donc, c'est pas très compliqué. Il maintient les écolos, d'accord ? C'est un rempart à l'écologie pour un gouvernement qui est pas toujours très éco-friendly. Mais vous croyez qu'il peut rester toujours sur cette ligne ambiguë, pour pas dire plus, pendant encore plusieurs mois ? Il y a un moment, il va y avoir une forme de compromis à trouver, et donc forcément d'arbitrage entre Nicolas Hulot, qui a sa notoriété très forte et qui n'est pas prêt d'ailleurs de baisser. En tout cas, si on en voit aujourd'hui les courbes, les tendances, c'est pas prêt de baisser. Et puis finalement, le fait qu'il y a des événements sur lesquels il va falloir qu'il se positionne, Notre-Dame-des-Landes en est un, plus l'accumulation de tout ce qui s'est passé avant. Donc il y a un moment, c'est lui qui va se retrouver dans une situation de porte-à-faux. Visiblement, c'est pas maintenant. C'est quand même un garde-fou. Et si Emmanuel Macron a voulu l'avoir avec lui, c'est un rempart. C'est un rempart. S'il avait Barbara Pompili à sa place. Si Notre-Dame-des-Landes passe, il ne peut pas rester, honnêtement. Non, la question, c'est ça. Mais bon, là, visiblement, les indications qu'on a, c'est plutôt que Notre-Dame. Ou alors il fait du sort. Non, alors qu'il est Notre-Dame-des-Landes, mais plutôt enterré. Soyons très prudents. Et tant qu'il sera là, ça sera dans ce sens. Le jour où il ne sera plus là, ça sera. Non, est-ce qu'il peut changer la question ? Est-ce qu'il peut changer le modèle agricole français ? Oui, c'est ça aussi. Il faut le changer d'urgence, notamment dans un changement de comportement de consommation au cœur duquel la grande distribution se trouve d'une façon absolument, j'allais dire, chaotique, catastrophique. Donc il va essayer le peu qu'il fera. Je suis sur Deng Xiaoping qu'importe qu'un chassonneur ou gris, pourvu qu'il attrape des souris. Hulot aura apporté quelque chose, peut-être pas tout ce qu'il ambitionnait, tout ce qu'il voulait, mais il a apporté. Le jour où il partira, ça sera pire. Alors le problème, c'est qu'il est marqué à la culotte par un ministre qui s'appelle Stéphane Travert, qui est là pour s'assurer que ça n'aille pas trop loin. En fait, c'est l'agriculture qu'on aurait dû donner à Nicolas Hulot, même s'il aurait les compétences, il aurait pris un cabinet, et on aurait une vraie réforme. Il faut faire vite, parce que l'agriculture française aujourd'hui, elle est à un point de non-retour. Si dans les quelques mois qui arrivent, des mesures concrètes, courageuses, douloureuses ne sont pas prises sur cette redistribution des richesses, l'aide européenne, l'intrant des produits phytosanitaires avec une FNSEA qui est quand même... la vérité, c'est quoi ? C'est que Stéphane Le Foll avait exclu la FNSEA de la cogestion du ministère de l'Agriculture qu'elle co-gérait depuis 50 ans. Avec Stéphane Travert, Christiane Lambert redirige l'agriculture française telle que ça s'est toujours passé. Si on va dans cette directive, et même si la FNSEA a mis, j'allais dire, de l'eau dans son vin, il y a quand même des réformes difficile à faire par rapport au système économique que prescrit Emmanuel Macron. Là, ils sont en contradiction. Et la réforme écologique que prenait Nicolas Hulot était une voie par laquelle l'agriculture française... On a quand même le sentiment qu'Édouard Philippe... C'est l'heure de vérité. Attendez, là, c'est l'heure de vérité. Si là, dans l'année qui arrive, dans les mois, on a vu les déclarations d'Édouard Philippe hier, si ce reste des déclarations, des incantations, on le verra très vite. Et c'est même, je vais vous dire, c'est l'avenir du quinquennat et la réélection d'Emmanuel Macron qui est en jeu. S'il ne donne pas des signes probatoires précis là-dessus, l'opinion publique pensera qu'elle aurait été trompée en 2017 durant la campagne électorale. Eugénie Bastien, dernier mot. Non, il n'a jamais fait campagne sur l'agriculture et l'écologie, Emmanuel Macron. Donc,
À la limite, pour lui, c'est un sujet secondaire. Mais comme il se rend compte et qu'il a beaucoup d'adaptabilité, il se rend compte que, justement, depuis qu'il est élu, qu'il va à la conquête de la France périphérique. Alors, on va voir si, en effet, c'est suivi des faits, mais pour le moment... Et finalement, le bilan de Nicolas Hulot au gouvernement, c'est quoi ? Précisément. Il n'a pas de. Quelle mesure, quel chantier, quelle décision ? C'est même, on va plus loin, cher ami. C'est tout le bilan du gouvernement. Pour l'instant, on est dans des déclarations d'intention formidables, des projets. Vous ne pouvez pas dire ça. Il y a des lois qui sont passées, la loi de travail. Blanquer a fait des propositions. C'est vrai que Nicolas Hulot, par rapport à l'offensive de Blanquer ou à ce qui se passe de la loi travail, est largement en deçà. Je parlais des promesses par rapport à des enjeux. La loi travail, c'était justement le problème d'un conflit, justement, de système économique. Donc, il était dans son rôle. Mais Nicolas Hulot a fait Emmanuel Macron a fait des promesses qui n'étaient pas forcément conformes à sa vision économique de la France. Et là, on l'attend. Quelles concessions va-t-il faire ? Pour l'instant, chaque fois qu'elles ont été mises sur la table, on a fait marche arrière. Donc, pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de politique, c'est un bon politique. Les promesses qu'il ne tient pas, donc on est rentré tout de suite dans je ne sais pas. Un vrai politique, oui. Voilà. Mais je voudrais qu'il soit meilleur que vrai. Encore une promesse qu'a faite Emmanuel Macron il n'y a pas très longtemps, c'est à propos de la télévision publique, un sujet qui semble lui tenir à cœur. Alors, selon l'Express, il aurait dit que c'était la honte de la République. Alors, on n'a pas très bien compris si c'était la gestion ou l'organisation de la télévision publique. En tout cas, il a évoqué son avenir dans son interview, toujours avec Laurent Delahousse sur France 2, il y a quelques jours. On l'écoute. Les plus jeunes, ils regardent de moins en moins la télévision sur le plan linéaire. Et notre audiovisuel public aujourd'hui, il reste structuré dans sa géographie, avec un grand système de radio, un grand système de télévision, qui certes se sont mis au digital, mais il s'est structuré dans son architecture un peu sur le monde d'avant. Il n'a pas suivi ce changement. L'audiovisuel public français, c'est de très loin, pour l'État, le premier budget de la culture. Donc, il y a de l'argent. Simplement, est-ce qu'on le met au bon endroit ? Est-ce qu'on fait surtout l'organisation collective qui est la plus pertinente ? Alors, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, a déclaré vouloir également ouvrir un chantier à ce sujet au mois de janvier. C'est pas la première fois, Benjamin Grange, qu'on a ce débat sur la télévision publique française. Est-elle trop médiocre ? Est-elle trop chère ? On a l'impression que c'est une vieille histoire quand même. Alors, c'est une vieille histoire, mais surtout, c'est que les usages ont changé. C'est-à-dire que l'âge d'or de la télévision est un peu révolu, et notamment sous deux grandes forces. La première des forces, c'est l'internationalisation du monde, et notamment des programmes. Et donc, avec comme point d'orgue les séries. On est un des rares pays dans lequel les séries étrangères, et notamment américaines, ont plus d'audience que les séries nationales. Et puis, la deuxième chose, c'est la manière dont on consomme la télévision. Et avec évidemment Internet. Même si aujourd'hui on consomme toujours 3h40 de télévision par jour, il se trouve que la nature de cette consommation a changé, avec finalement une dimension familiale. On n'est plus devant le poste de télévision, on va plus avoir des usages individuels, chacun avec sa tablette, avec son smartphone, à vouloir prendre un programme plutôt qu'un autre. Et donc ça, aujourd'hui, ça nécessite une adaptation très claire de la politique publique. Alors après, la question, c'est de la télévision publique, et à ce moment-là, comment on le fait ? Daniel Bilalian, vous qui êtes du monde d'avant et qui avez connu la télévision publique. J'ajouterais ce que vous venez de dire, que les plus jeunes d'entre nous ne regardent pas simplement sur autre chose que la télévision, ils ne regardent pas toute l'émission, ils ne regardent qu'une partie de ce qu'on leur a dit, c'est-à-dire qu'ils ne regardent même pas la totalité, mais un sketch ou bien un moment, donc ça devient dramatique. Moi, je suis d'accord avec M. Macron, sauf que ça concerne toutes les télévisions, et pas simplement la télévision publique. TF1 est démodé, M6 est démodé, toutes les télévisions sont démodées. Mais pour ce qui concerne France Télévisions, que je connais un tout petit peu, je veux dire, le problème de la gouvernance de France Télévisions, il ne se pose pas de la manière dont il l'a posé. C'est simplement que ce groupe France Télévisions, jusque dans les années 95, avait un président nommé par les politiques pour 3 ans seulement, et désormais 5 ans. Et jamais aucun d'entre eux, entendez-moi bien, jamais aucun d'entre eux n'a été renouvelé. Comment voulez-vous gouverner une entreprise si votre limite de temps, c'est 3 ans et 5 ans ? Et pourtant, je veux dire, si nous existons encore, c'est pas que nous sommes bons, c'est que les autres ne sont pas si bons que ça. C'est ça le vrai problème. Deuxièmement, pour ce qui concerne France Télévisions, il y avait des choses simples à faire, en dehors d'aller vers le digital, etc., et de répéter ce que vous avez dit à l'instant. C'est simplement, il y a des économies à faire, mais quand vous parlez d'économies, par exemple, les députés à Paris qui viennent des régions vous disent qu'il faut faire des économies sur France 3. Mais si sur le quai de la gare de Nantes ou de Lens ou de Lille, il n'y a pas un journaliste de France 3 pour venir les accueillir, ils se demandent comment ils vont être réélus. Donc ils ne sont pas à une contradiction près. Ensuite, quand vous proposez des économies en faisant des choses simples, vous savez, il y a eu beaucoup de
de patrons de télévision qui étaient des anciens de l'ENA. Vous avez 2 réponses à l'ENA pour ne pas le faire. C'est pas aussi simple que vous le pensez, ça veut dire je me dégonfle, ou c'est beaucoup plus compliqué que vous l'imaginez. Vous avez 2 variantes, c'est la même chose. On va rien faire. Je suis pas là pour longtemps, vous n'allez pas m'emmerder. Hein? Par exemple, quand France O, qui coûte plus de 30 millions par an aujourd'hui. France O, ce sont les députés ultramarins qui ont dit « Nous ne voulons pas du France O que nous avons fait avec vos programmes, nous voulions simplement que soient retransmis en France les bulletins d'information des territoires et départements d'outre-mer. Premier budget de France O, quand ça a été créé, 4 millions d'euros. » Voilà. Donc voilà des choses simples. Mais je veux dire, ils ne font même pas ce que demandent. On ne fait même pas ce que demandent les gens. Là, il n'y aurait même pas eu de problème. Donc on a besoin de 50 millions d'économies cette année. Moi, je vous en ai trouvé 30. D'entrée. Perico, il manque 20 millions à trouver là. La phrase sur la honte de la République est outrancière, mais elle est fondée. Je respecte mes confrères et collègues de la télévision française. C'est comme ça que je l'appelle. C'est quand même un mammouth. D'abord, c'est vrai que tous les médias sont confrontés aux mêmes dérives, aux mêmes clivages. C'est quand même un mammouth dans lequel il y a des gabegies, mais abominables. Il faut le dire ce qui est. Et je sais qu'à l'intérieur de France 2, de France 3, du service public, il y a des gens qui partagent cet avis. François, c'est un scandale. On ne va pas détailler ici, c'est un scandale. Donc, il a beau jeu de dire, mais je sais comment ça va se finir. Ça va se finir toujours quand le pouvoir exécutif a le dernier mot. Alors, il paraît que ce n'est plus le CSA qui va nommer le président, mais ce sera le conseil d'administration qui est nommé par qui? Les actionnaires et le gouvernement. Nous allons tout simplement assister probablement, je ne veux pas être aux mauvais augures, à la macronisation du service public. Il va mettre 40 mecs à lui et tout sera bien ficelé et on considérera que la réforme est faite. Ça s'arrêtera là. Tous les présidents de la République qui ont voulu macroniser à leur façon se sont révélés. Ça a toujours été une mauvaise initiative parce que plus vous demandez, je veux dire, j'ai connu l'époque, moi, des années 80, etc., où on disait la télévision est au service de M. Giscard d'Estaing, est au service de M. La voix de la France. Mais aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Le moment où cette rupture a eu lieu, c'est la cohabitation Chirac-Mitterrand 86-88. Cette fois-ci, les journalistes du service public ont pris leur indépendance. Et les journalistes du service public, ils sont largement aussi indépendants que les autres. Je vois comment son service de communication gère la relation avec les médias. On est quand même dans une autorité politique. D'abord, vous avez vu, il éloigne les journalistes. Et il y a quand même beaucoup de coups de téléphone aujourd'hui qui partent de l'Élysée vers les médias pour manifester du mécontentement ou de l'irritation. Donc il va y avoir une mainmise et une mise en ordre. Il a une irritation envers la presse et je pense que le service public sera un service public qui sera mis à pied et aux ordres. Eugénie Bessy, il y a un problème de gabegie dont a parlé Perico Légas, mais il y a aussi un problème de programme, tout simplement. Là, on est en droit, nous qui payons la redevance, d'exiger des programmes de meilleure qualité. C'est quand même aussi la musique qu'on entend. Et le reproche qu'on fait à la télévision publique. Je pense que le support, en fait, a peu d'importance. Si ça va sur Internet ou si ça va sur la télévision, finalement, ça a peu d'importance. Ce qui compte, c'est le contenu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un écosystème où il y a énormément de chaînes en gratuit, je crois qu'il y en a 27 canaux gratuits, quel peut être le rôle de la télévision publique? Est-ce que c'est de faire la même chose que les chaînes privées? Je ne crois pas. Il y avait 3 missions du service public au départ. C'était informer, cultiver et distraire. Aujourd'hui, je pense que distraire, on pourrait s'en passer parce que on pourrait se passer de Nagui et de Patrick Sébastien, honnêtement, sur le service public, sachant que c'est très bien mis en œuvre par TF1, par TMC, par Énergie 12. Je n'en compte pas. Donc, mais faisons un service public qui soit, qui ait pour objectif d'informer d'une part et de cultiver, comme la BBC finalement, la BBC au Royaume-Uni. Mais ce qu'on va vous dire à ce moment-là, c'est d'abord, on a oublié de parler d'une chose, c'est le coup bas de Sarkozy dans les années 2007, veut dire supprimer la publicité pour rendre service à Bouygues. Je ne l'ai pas inventé ça, parce que j'étais en réunion des directeurs, on était en train de parler du budget publicitaire de l'année à venir et quelqu'un est entré en disant il n'y a plus de publicité. Donc on ne peut pas dire qu'on était vraiment informé. Ça c'est un sale coup sur les finances d'un groupe comme parce que à ce moment-là, vous dites qu'il faudrait simplement faire des programmes différents. Mais à ce moment-là, que va reprocher le gouvernement? C'est vous ne faites pas suffisamment d'audience. Quand vous voyez qu'il pour faire de l'audience, pour faire Hanouna et s'envoyer des bolets de nouilles dans le caleçon pour faire rire les gens. Mais je crois que la BBC n'a pas de problème d'audience. Que le président a l'air d'apprécier puisque. Il y a un moment, il faut aussi dans l'adaptation systématique à la demande, essayer de proposer une offre. La BBC a des problèmes aussi. Elle a déménagé à Manchester. Mais elle a fait une grande réforme financière. Aujourd'hui, que Ce soir ou jamais ait été supprimé de France 2, par exemple, qui était la seule élection où il y avait un débat pluraliste de l'émission de Frédéric Taddeï, où il y avait un vrai débat de fond pluraliste qui a déjà été décalé à 22h, puis à 22h30, puis à 23h, puis finalement supprimé. Aujourd'hui, il n'y a plus l'équivalent sur la chaîne publique. C'est un scandale. Jenny, ça fait longtemps qu'on supprime les émissions de
libre débat. Non, mais c'est un scandale. Et évidemment, s'il n'y a pas de proposition, il n'y aura pas de gens qui regarderont, évidemment. Benjamin Grange, on va parler donc de l'audiovisuel public dans son ensemble. Il y a aussi un certain nombre d'institutions qui concourent à ça. Et moi, j'ai à titre d'illustration le CNC. Le CNC, aujourd'hui, manipule 260 millions d'euros et participe, à travers la manière dont il investit dans les différentes œuvres, à une forme de hiérarchisation culturelle. Parce que très vite, quand on parle audiovisuel, très vite, on est en train de parler de la partie culturelle, qui est à la fois un accélérateur, mais aussi un frein au fait de faire quelque chose. Et donc le CNC, par exemple, ne participe à aucun financement de programme de flux. C'est un choix. Par contre, surpondère les documentaires. Est-ce que les programmes de flux répondent à ce qu'attendent le public, et est-ce que les documentaires sont aujourd'hui répondent aussi à cette... Alors ça, c'est un point. Après, il y a le sujet de la manière dont on transforme les choses, de comment. Parce que si on est d'accord pour dire oui, il y a peut-être un moment, un petit point fixe à faire, et à se poser la question finalement sur le rôle de cet audiovisuel public, la question c'est comment. Et là, je pense que la vraie erreur qu'il ne faudrait pas commettre, c'est peut-être de commencer avec une idée préconçue. Et je pense que ça mérite, là pour le coup, parce que tous les prédécesseurs ont dit, voilà, je pense que c'est comme ça, ou il faut faire comme ça, ou alors on fait comme ça, puis finalement, derrière, on essaye de récupérer et d'avoir la main mise. Et finalement, pour une fois, je pense qu'on ne s'affranchira pas d'un vrai diagnostic de qu'est-ce qu'attend le public, qu'est-ce qu'attendent les journalistes, qu'est-ce qu'attendent finalement l'ensemble des professionnels de l'audiovisuel, qu'est-ce qu'on attend comme sens de l'audiovisuel public. Et fort de ça, je pense qu'on sera à même d'avoir un point de départ pour une transformation. Je ne pense pas qu'on nous rende tout de suite Pierre Desgroppes, Igor Barret, Claude Santéline, Didier Glaser. Je pense qu'il Dernier mot, Daniel Bilagnan. Simplement, heureusement que les Français pensent, je pense dans leur généralité, que la redevance sert à avoir la télévision, simplement. Si jamais ils s'apercevaient que c'est uniquement pour le service public... c'est comme la vignette, c'était fait pour les vieux, vous vous souvenez. C'est sur ces mots pleins de sagesse de Daniel Bilagnan, Pierrick Olégas, que je remercie, ainsi que Eugénie Bastier et Benjamin Grange, que nous nous quittons. C'était le dernier point de vue de l'année 2017. Nous nous retrouvons l'année prochaine, dès le lundi 8 janvier, avec Guillaume Roquette aux manettes. Que les fans de Guillaume Roquette se rassurent, vous allez pouvoir le voir, l'entendre et le dévorer des yeux tout de suite avec Éric Zemmour qui l'interroge sur cette tendance de notre société à stigmatiser systématiquement sous différents prétextes le mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. C'est un vaste sujet s'il en est. Bonsoir à tous et à l'année prochaine.